Bonjour à tous. Donc, ce que l'on va garder de notre vie en confinement, c'est le sujet du jour. J'ai travaillé sur donc une réflexion personnelle, mais également j'ai fait des appels auprès de mes collègues et sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai récupéré des informations qui viennent pas que de moi, qui viennent un petit peu de plusieurs endroits différents. Donc je suis Franck Belay, je suis donc à Renault Digital depuis 2017, co-organisateur d'Agile en scène, et j'ai un blog, beul.fr, sur lequel vous pourrez voir les slides et la vidéo de la conférence ici présente, une fois que ce sera diffusé. Alors Renault Digital, c'est un sponsor historique de Agile en scène. Donc parmi tous les sponsors de cette année que l'on remercie, il y a Renault Digital qui est sponsor depuis l'origine. Et on va remercier également les partenaires d'Agile en scène qui, sans eux, on aurait quelques petites difficultés pour avoir des retours d'informations, notamment via Roti Express. Voilà, donc ceci étant dit, eh bien, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que l'on va garder de notre confinement? Vous pourrez faire un Roti Express à la fin. Mais là, l'idée, c'est vraiment de se poser cette question, le bien, le pas bien, les avantages, les inconvénients. Donc la première chose qui nous vient en tête, c'est le masque. Alors, le masque, allons-nous le garder? Je l'espère pas. En tout cas, c'est vraiment ennuyeux d'avoir un masque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. La dernière fois qu'on a eu une privation de liberté, c'était le préservatif. Depuis que c'est en place, ça n'a toujours pas été supprimé. J'espère que le masque, ce ne sera pas le cas. Le problème du port du masque, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société justiciable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un tombe malade, si on arrive à trouver un moyen juridique de mettre quelqu'un de responsable parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, eh bien ça va tout de suite se retourner contre lui. Et donc les sociétés qui emploient des salariés sont obligées de se mettre en protection et donc d'obliger l'utilisation du masque. Alors il y a bien une loi de 2011 qui interdit le port du masque dans les lieux publics, mais pour l'instant on en fait fi, donc peut-être que ce masque va disparaître. Mais il y a d'autres virus qui vont arriver, donc peut-être qu'on va rester à vie avec le masque, et c'est pas ce que j'espère. Bon, l'aspect positif de la chose, c'est que l'hygiène, on a un petit peu refait un petit point sur l'hygiène, comment se laver les mains. C'est triste à dire, mais c'est nécessaire, parce que j'ai vu plein de fois des gens qui se lavaient pas les mains après être allés aux toilettes, ou des choses de ce type-là. J'ai même été confronté à un cas d'un collaborateur qui sent mauvais tous les jours, et donc il a fallu qu'on lui dise, et c'était plutôt délicat. L'autre avantage de l'hygiène, c'est que en fait, les gastros se sont également fortement réduites. On n'en parle pas beaucoup, mais la gastro, souvent, ça se transmet par le contact des mains non propres. Alors, autre petite chose assez amusante, c'est la manière de se dire bonjour. Selon les pays, on ne se dit pas bonjour de la même manière. Les Indiens, ça fait bien longtemps qu'ils ne se serrent pas la main comme nous en France. Après, on a aussi le souci homme-femme, est-ce qu'on lui fait la bise quand on est du sexe opposé ou pas? Donc c'était un petit peu compliqué. Avec les Indiens, on se dit bonjour en serrant les mains, comme ça. Donc en termes d'hygiène, c'est vrai qu'ils ont une longueur d'avance sur cet aspect-là. Alors, puisque on a parlé de ces aspects-là, où est-ce qu'on peut être... qu'est-ce qu'on va garder en confinement, après le confinement, côté RH? En fait, la réponse, c'est rien. Rien, c'est triste à dire, mais effectivement, qu'est-ce qu'ils ont fait les RH depuis le confinement? Ils ont fermé les bureaux, ils ont géré des listes de temps partiel pour pouvoir se faire rembourser par l'État, ils ont lu les protocoles pour voir un petit peu comment on pourrait rouvrir les locaux, ils ont cette responsabilité pénale que j'évoquais tout à l'heure pour une fois que les employés seront rouverts, donc quelque chose qui est assez lourd, qui fait que finalement les bureaux sont relativement vides. Ils doivent gérer les cas contacts, faire des fermetures partielles ou totales de sites, gérer des risques psychosociaux supplémentaires. Donc en fait, c'est une charge énorme qui n'apporte pas trop de valeur en termes de performance de l'entreprise.
Donc les RH, forcément, bah, ils n'apprécient pas trop, ils vont pas garder grand-chose de cette période en confinement. En termes de locaux, donc là vous voyez une superbe photo de locaux, avec bah, les points bleus, c'est les points interdits. Et en fait là on est dans une situation où il y a peut-être 16 places et on peut se mettre qu'à 4. Voilà, donc c'est les locaux, l'aménagement des locaux, la distanciation, bah, en fait c'est pas viable parce que le prix au mètre carré il va pas changer. Il y a le coût des masques à supporter en plus, hein. Donc forcément les entreprises ne vont pas pouvoir résister longtemps dans cette situation. Donc la façon d'appréhender le bureau doit changer, doit impérativement changer. Toute l'économie autour du bureau va changer, donc ça inclut les restos le midi, ça inclut le transport, les hôtels pour ceux qui viennent, oui, les avions bien entendu, pour ceux qui viennent de sites distants. Bon, une chose est à remarquer, c'est que bah, toutes les sociétés n'appliquent pas les mêmes règles vis-à-vis du retour à l'entreprise. Certaines interdisent le retour, d'autres favorisent le retour, voire imposent le retour. C'est assez disparate. Bon, malgré tout, on a quand même eu cette période qui est le télétravail. Alors, ce qu'on a vécu, c'était pas du télétravail, parce que c'était quelque chose d'imposé, et le télétravail, normalement, c'est quelque chose qui est aménagé. Par contre, on a vécu une révolution, parce que avant, peu de gens pratiquaient le télétravail, c'était assez marginal, et globalement, c'était plutôt mal vu, puisqu'on pensait que bah, c'était le moyen pour le collaborateur reste chez lui sans travailler. Voilà, donc c'était plutôt une connotation négative. Et ceux qui faisaient le travail disaient non, je travaille, mais on n'y croyait pas. Alors ça ne s'applique pas à tous les métiers, et moi quand je parlerai de télétravail, je parlerai de télétravail où ça peut s'appliquer. Effectivement, quand vous êtes dans une usine à fabriquer des voitures à la chaîne, bah, c'est très compliqué de faire du télétravail. Ça, bien entendu, ce cas-là ne se produira pas dans ma présentation. Alors, il est temps pour moi de faire un petit retour dans le passé. Parce que comment tout ça s'est passé, ce moment exceptionnel que l'on a vécu? Moi, vendredi 13 mars, je me souviens très bien, en fin de journée, avoir dit au revoir à mes collègues, en me disant bah, « c'est pas sûr qu'on se revoit lundi ». Moi, personnellement, j'étais prêt à revenir au bureau lundi, et j'attendais les consignes du manager. Et puis en plus, c'était le week-end des élections municipales, et moi-même, je tiens un bureau de vote aux élections municipales, donc en tant que président, et donc du coup, voilà, il n'y avait pas de raison de se confiner, en tout cas vendredi 13 mars. Puis après, donc le week-end, samedi et dimanche 14 et 15 mars, il a fait très beau. Il y a eu peu d'électeurs qui sont allés dans les urnes. Moi, j'ai tenu mon bureau de vote toute la journée, sans masque, hein, puisque ça ne sert à rien, les masques. Bon, l'un de mes assesseurs a eu le Covid, il est resté au lit pendant une semaine. Moi, je l'ai peut-être eu. J'ai eu quelques petits signaux qui auraient pu dire que je l'ai eu. En tout cas, pas au point que ça nécessitait un arrêt de travail pour moi. Le député de mon arrondissement, Claude Goesgen, lui, il est mort du Covid. Donc il y avait quelque chose quand même de très grave qui se passait, ou potentiellement très grave, et les Français étaient dans la rue à profiter des premiers jours du printemps au soleil. Voilà, on a 1 million de morts aujourd'hui. Est-ce que c'est grave? 1 million de morts, c'est pas tant que ça dans le monde par rapport à l'ensemble des morts. Je vous laisserai juger. En tout cas, le lundi 16 mars, fermeture totale des bureaux, interdiction de sortir chez soi, donc télétravail obligatoire. Et moment inédit de l'histoire, les villes, les rues sont vides, les animaux réinvestissent les villes, panique dans les supermarchés, hein, les rayons sont vides, la plupart de l'économie est fermée, financée par l'État. Un moment magique, mais un moment que finalement personne n'a envie de revivre. Donc pourquoi je parle de tout ça? Parce que, bah, en fait, le même jour, ce même lundi, bah, on s'est retourné vers les coachs. Et les coachs, on fait comment pour travailler maintenant qu'on est chez soi? Alors, objectivement, ce moment inédit, on ne l'a pas préparé, hein, donc on était à poil. On n'avait pas d'idée. Pour rappel, hein, qu'est-ce qu'on vend, nous, quand on fait de l'agilité? Les individus et les interactions. Il faut se voir, et notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens travaillent mieux ensemble. Donc il nous a fallu quand même quelques jours pour réagir.
Chez Renault, on a sorti à la fin de la semaine des guidelines, même 5 guidelines, parce qu'il y a plusieurs groupes de travail qui ont travaillé sur le même sujet en parallèle. Voilà. Bon, ok. Puis après, on s'est posé des questions un petit peu plus complexes, donc on y reviendra. Je continue mon discours, parce qu'au-delà de tout ça, comment on travaille, il y a des choses encore plus importantes. L'entreprise dans laquelle vous travaillez, est-ce qu'elle a fait sa transformation digitale? Alors la transformation digitale, d'une société à l'autre, la maturité, elle est très différente. Et elle est assez dépendante de la politique IT de l'entreprise, qui est une politique souvent de très longue durée, et qui est basée sur comment on ressent la sécurité dans notre entreprise. Donc, dans la transformation digitale, il y a deux pendants. Il y a le côté nouvelles technologies, bon, par exemple des applis web pour faire manager nos données plutôt qu'un client lourd, et puis les New Ways of Working, qui sont en général représentés par de l'agile à l'échelle, enfin tous les frameworks agiles que l'on connaît, d'une manière générale, je dirais de l'agile. Donc, côté technologie, la première chose qui a posé problème, c'est les VPN d'entreprise. Les VPN n'étaient pas dimensionnés pour accueillir tous les collaborateurs. Seulement certains avaient des accès VPN, seulement certains se connectaient, et tout le monde voulait se connecter. Donc déjà, la première chose qu'on s'est posée le lundi, c'est est-ce que je vais pouvoir me connecter à mon environnement de travail? Voilà, c'était pas possible de travailler à domicile. Alors, certaines entreprises, Renault en fait partie, a fait le virage du cloud. Donc c'est politique, c'est de la politique IT, ce virage du cloud. D'une entreprise à l'autre, il y a une frilosité différente selon les règles de sécurité qui veulent s'appliquer. Mais en fait, si on ne peut plus travailler du tout, le cloud, c'est la solution, l'unique solution. Donc chez Renault, on a Office 365, il y a d'autres entreprises qui utilisent Google Suite. Moi personnellement, sur ces aspects-là, j'ai eu quasiment aucun impact. Il y a très très peu d'applis qui me nécessitaient d'être présent physiquement sur le site. Voilà. Et Renault a même mis en prod des applications web sur le cloud qui sont de niveau qu'on appelle secret A, donc avec des informations ultra confidentielles. Donc c'est des choses qui peuvent se faire, et donc selon la maturité des entreprises, soit elles l'ont anticipé et l'impact a été faible, soit elles ne l'ont pas anticipé, et là les choses ont été plus compliquées. Alors super, maintenant qu'on a l'accès aux données de l'entreprise, mais à la maison, quelle est la connectivité des collaborateurs? Et là on a vraiment la fracture sociale dans tout le pays, y compris parmi les gens des villes, parce qu'il y a des gens des villes bien équipés à la maison et des gens des villes mal équipés à la maison. C'est pas juste les villes et les campagnes. Donc cette fracture numérique, on l'a vécue. Moi, je venais juste de déménager. Donc moi, j'avais que de la 4G. J'ai joué avec plusieurs puces en utilisant mes forfaits data. C'était compliqué et en fait, quand j'étais en call, ça coupait régulièrement. Pourtant, je suis quelqu'un qui est plutôt high-tech. Mais voilà, en termes de connectivité, c'était pas le bon moment pour moi. Puis l'autre élément important, c'est que il faut un PC pour chaque collaborateur. Et bon, ceux qui ont des PC, des tours, des PC en dur, ils les laissent au bureau et ils les emmènent pas à la maison. Donc il a fallu faire des gros achats pour distribuer des portables à tout le monde. Éventuellement un second écran. Donc pour rappel, ça coûte pas cher, 24 pouces c'est moins de 100 €. Donc c'est vraiment pas un budget. Une chaise peut-être aussi, et puis le BIOD, Bring Your Own Device. Là encore, c'est une question de politique IT. Est-ce qu'on autorise les appareils BIOD à accéder aux données de l'entreprise? Moi, personnellement, j'ai travaillé avec une PME pendant ce confinement et qui devait mettre à jour des plans, donc une appli lourde. Pendant 55 jours, j'ai pas eu de mise à jour. Voilà, j'ai dû attendre 55 jours parce que ils n'avaient pas accès à l'ordinateur vu qu'ils étaient chez eux. Pourtant, pour les PME, il y a un logiciel qui s'appelle TeamViewer qui permet de se connecter à distance sur un autre ordinateur. Ils auraient très bien pu s'en sortir. Mais ces compétences-là, ces pratiques-là, ces habitudes-là de prendre des outils de ce type-là, elles ne sont pas forcément là. Bon, je ne parle pas du détail des enfants qui sont potentiellement à la maison, dans la même pièce quand on habite un studio, des appartements petits à Paris. Est-ce que vraiment on peut faire du télétravail? C'est pas forcément adapté à tout le monde. Alors, les événements agiles.
Combien de fois avons-nous répété que les événements agiles, il fallait que les gens soient présents et tous présents? Alors les individus et leurs interactions, je vous rappelle, le manifeste agile, c'est vraiment ça l'élément le plus important. Quand on manque d'interaction de type individu, il a fallu qu'on s'appuie sur les processus et les outils. Voilà, donc il a fallu qu'on réinvente les organisations d'événements agiles avec les outils d'interaction, donc Zoom, Teams, Meet. Il y a même une offre OVH qui était gratuite pour faire de la visioconf, des Trello, des whiteboards, des Klaxoon. Mais en fait, il y a plein d'outils qui ont émergé, qui se sont mis à jour ultra rapidement, de manière agile. En fait, ce monde a juste explosé et aujourd'hui, on est capable de faire tous les événements agiles sans trop d'impact avec ces outils. Voilà, ça marche. Voilà. Et du coup, ça règle un problème que l'on avait depuis longtemps, c'est la problématique d'avoir des collaborateurs sur plusieurs sites, voire sur plusieurs pays. Maintenant qu'on est connecté proprement, c'est mieux. Alors, une chose est sûre, c'est que c'est pas 3M qui a inventé le coronavirus. Pour rappel, on n'arrêtait pas de dire que c'est 3M qui a inventé l'agile, puisque avec l'agile, le symbole, c'est les fameux post-it. Voilà, donc c'est pas 3M. Maintenant, aujourd'hui, on n'a même plus le droit d'utiliser les post-it au bureau cause Covid. Donc voilà, maintenant on a des post-it virtuels. Ça marche. Bon, objectivement, quand on fait des ateliers virtuels, c'est quand même moins riche que en réel avec des vrais post-it. Mais on y arrive. Voilà, on perd un petit peu, mais on y arrive. Donc en termes de facilitation, c'est plus compliqué, mais ça marche. Voilà. Alors la formation, ça aussi c'est un autre élément important. J'en ai fait des formations, j'en ai fait un paquet et j'étais un spécialiste du Lego. Donc là vous voyez des photos d'ateliers que j'ai animés et c'était vraiment magique. Mais là on n'est plus en présentiel. De toute façon, si on est en présentiel, on ne peut plus manipuler de Lego. Donc il faut revoir tous les ateliers. Et en fait, la formation, c'est 50% d'ateliers. Formation agile, je parle. C'est 50% d'ateliers. Donc il a fallu tout transposer en électronique. Alors chez Renault, on l'a fait. Ça a posé des questions pour les formateurs, parce qu'en fait, on ne sait pas en face si les gens ils écoutent, s'ils suivent. Mais à la fin, on a eu des retours très positifs. Et puis, ça permet de développer les formations sans frontières. Vous avez une image d'un robot, robot de téléprésence. Peut-être que c'est comme ça qu'on fera de la formation ultérieurement. Donc, en tout cas, la formation, même la formation, ça marche. Alors, le plus dur en agile, c'est quoi? C'est l'agile à l'échelle et ce fameux PI planning. Eh bien, on arrive même à faire des PI planning à distance, avec des plénières, des sous-commissions, alternance entre plénières et sous-commissions. Il y a une conférence à ce sujet sur Agile en scène, je crois même qu'il y en a 2. Chez Renault, on s'est adapté aussi. De toute façon, il n'y avait pas le choix. On ne pouvait pas faire de présentiel. Donc il a fallu, on n'a pas eu le choix, d'organiser des PI planning à distance. Sinon, l'activité s'arrête. Donc en fait, on a rapidement solutionné des quantités de problèmes d'entreprises qui restaient depuis longtemps sur l'interaction avec les sites distants grâce à tout ça. Donc même le PI planning, ça marche. Alors, attention, un truc qui est important, c'est qu'avec ces outils électroniques, on ne peut plus ne plus tracer les demandes. Elles doivent forcément être dans l'outil. Si c'est dans un post-it, c'est perdu puisqu'il n'y a plus de post-it. Voilà. Donc le grand mal des projets cycle en V, c'était d'avoir des activités parallèles non visibles. Avec le PI planning et ses outils, il y a tous les moyens pour ne plus avoir ces activités non visibles. Bon, maintenant que je vous ai vendu tout ça, vous êtes convaincus qu'il faut rester en télétravail à temps plein et à vie? Mais par contre, cette fois-ci de manière voulue, de manière organisée, pas comme ça nous a été imposé par le passé. Ou alors vous préférez alterner un peu. Alors chez PSA, c'est 4 jours de télétravail, une journée à la maison. Chez Renault, aujourd'hui, on est à 3 jours. Des entreprises sont contre, veulent plus du tout de télétravail. C'est très varié d'une entreprise à l'autre. Et je voulais vous faire un petit focus sur la société Elasticsearch. En fait, la société Elasticsearch, elle est en full télétravail, mais pas depuis le Covid. Ça fait des années qu'elle est comme ça. Elle est structurée comme ça. Elle a des milliers de collaborateurs
Et ils ont mis en place un certain nombre de choses très intéressantes. Et l'élément numéro 1, c'est que la relation, dès l'embauche, on le dit, c'est basé sur la confiance. C'est la règle numéro 1. Donc il n'y a pas de doute sur le fait que quand vous êtes en télétravail, vous travaillez. Alors en fait, comme ils font de l'agile, on a des livrables à chaque itération, donc grosso modo des livrables toutes les 2 semaines. Donc si vous ne travaillez pas, ça va se voir très vite. Et comme tout est basé sur la confiance, si vous cassez la confiance, eh bien vous n'allez pas rester longtemps. Donc vraiment, c'est le leitmotiv d'Elasticsearch. Et beaucoup de choses que je vais évoquer par la suite ont été mises en œuvre chez Elasticsearch. Je ne le répéterai pas à chaque fois, mais en fait, le full télétravail, ça fonctionne. Alors, il faut être câblé pour ça, hein, tout le monde ne l'est pas, mais ça fonctionne, on a des exemples concrets. Alors, maintenant, restons sur une logique X jours de télétravail, X jours au bureau, donc une petite alternance. Mais finalement, quels sont les jours où on va être en télétravail? Quels sont les jours où on va être au bureau? Bon, déjà, la première chose, c'est que toute l'équipe doit se trouver au bureau le même jour. Donc, il faut synchroniser les présences. Ça, c'est indispensable parce que venir au bureau et ne pas voir son équipe, ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Ça va naturellement créer des sous-groupes sociaux. Ceux qui viennent le lundi connaîtront ceux qui viennent le lundi et ne connaîtront pas ceux qui viennent les autres jours. Donc, ça fera quelque chose en termes social d'assez différent de ce qu'on a vécu par le passé. Mais l'avantage du télétravail, petit rappel, c'est que ça équilibre le temps vie pro, vie perso. Ça, c'est reconnu comme ne faisant pas perdre de productivité, parce que quand on est en télétravail, on est concentré sur notre tâche, alors que quand on est au bureau, on est interrompu à tout moment. Attention aux horaires malgré tout. On peut travailler en horaire décalé, hein, on peut s'arranger là-dessus. Autre message important, il faut faire des pauses entre les réunions. Voilà, donc maintenant qu'on a fait notre petit mix, qu'est-ce qu'il faut tenir compte? C'est les risques psychosociaux. Parce que le télétravail génère des risques psychosociaux supplémentaires. Donc l'équilibre pro-perso, il y en a qui n'y arrivent pas. Ils sont à la maison, ils vont travailler 24 heures sur 24 à la maison. C'est pas ça le télétravail, hein, c'est travailler des horaires normales quand on est à la maison. Il y a les problématiques de montée en compétences, d'autonomie des collaborateurs. Donc les réunions avec les collègues, quand c'est formel, ça marche. Mais il y a toutes ces notions de réunion informelle. Quand on se croise, ah tiens, au fait, voilà. Donc tout ça, ça a disparu quand on est en télétravail. Pour un coach, l'informel, c'est quasiment la moitié de son activité. Le coach, il essaye vraiment de rentrer dans l'écosystème qui n'est pas le sien, créer un sentiment de confiance, et c'est l'informel, son arme numéro 1. Donc, c'est compliqué. Et puis, autre risque psychosocial, vu qu'on est moins connecté au quotidien de l'entreprise, il y a cette peur de perdre son emploi. Donc, il faut l'adresser. Alors, en général, les entreprises mettent en place des systèmes d'écoute avec des coachs pros. Alors en interne, en externe, ça dépend des entreprises. Chez Renault, c'est en interne. Chez Elasticsearch, c'est en externe. Dans les deux cas, ce qui est super important, et ce genre de réunion, c'est vraiment fondamental, tout est confidentiel. La seule chose que doit savoir la direction, c'est le taux d'appel. Voilà, combien de personnes ont sollicité cette cellule d'écoute, mais la teneur, non, ça c'est totalement confidentiel. Alors pour les gens qui sont en manque de compagnie, il y a aussi la possibilité de faire des visioconférences ouvertes toute la journée sans aucun but précis. Donc il y a un canal visio qui est connu, vous vous y connectez, et puis vous travaillez avec votre caméra allumée, à côté de quelqu'un d'autre qui travaille avec sa caméra allumée, et puis à un moment vous intervenez, ou pas, c'est comme vous voulez, c'est totalement informel. Donc c'est un moyen d'avoir de la compagnie et d'être en lien avec des collaborateurs de l'entreprise. Alors l'autre chose qui est intéressante, c'est le chat d'équipe ouvert toute la journée, où là en fait on se parle comme si on était dans l'open space. Tiens, vas-y, commit, ah non ça marche pas, un check-out, allez hop, je lance le test marche pas. Voilà des choses qui sont
voilà, je l'ai vécu hein, dans une équipe qui était mixte sur 2 pays. Ça marche super bien. Le gars, il fait son commit. 5 minutes après, la personne dans l'autre pays fait le test. Le test, il est KO. Retour correctif, retest, test OK. Allez, en moins de 10 minutes, le truc, il était fait. Et ça, c'était grâce à cet outil. Donc, c'est Slack, hein, pour votre information, si vous ne l'aviez pas reconnu. Alors, autre élément pour rester en contact avec son équipe, c'est de créer des cafés virtuels. Alors, vous savez qu'en Agile, on a ce fameux daily meeting de 15 minutes où on parle de l'activité de l'itération en cours. Bah là, l'idée, c'est d'étendre cette notion de daily meeting et de le passer à 30 minutes avec une partie café virtuel et une partie daily. Donc, daily, le boulot, café virtuel, c'est le comptoir au ragot, on dit tout ce qu'on veut. Donc nous, dans notre équipe de coach, hein, vous avez mes collègues, donc les coachs de l'ingénierie chez Renault, en fait, on fait ce café virtuel tous les jours et on se synchronise. Et surtout, on met en place un autre outil qui est la santé de l'équipe. C'est quelque chose que vous avez peut-être entendu parler, mais qu'on met rarement en œuvre. Et pourtant, c'est génial. Là, c'est fait sous Excel, enfin un Excel en ligne. C'est vraiment tout bête. Vert, ma journée est bonne. Jaune, moyen. Et puis rouge, ça va pas. Donc voilà, les collègues, tous les jours, remplissent ça à l'occasion de ce café des coachs avant le daily meeting. Et puis en plus, on a aussi le suivi des congés, puisque le violet, c'est les jours où on ne travaille pas. Donc on sait également quand est-ce qu'il y a des congés. Puis après, il y a des stats à droite. Hein. Donc le plus, c'est le nombre de votes plus, donc le nombre de votes verts, 1 point par case verte. Donc on voit les globaux pour l'équipe. Alors au mois d'août, il y en avait moins, mais on voit qu'on tourne entre 60 et 75. Donc ça, c'est les verts. Et puis les oranges et les rouges, 1 demi-point pour les oranges, 1 point pour les rouges. C'est la colonne de gauche et on voit que 20, 23, 1,5, bon le mois d'août, il n'y avait pas trop d'ennuis, et 21, on est bien à peu près dans la même tendance. Donc là, ça fait de la matière de partage pour avoir des infos sur la santé de l'équipe. Sauf que là, finalement, notre équipe, elle est toute petite. Et on aimerait bien être en contact avec le reste de l'entreprise. Et donc, ce qu'on met en place, en tout cas chez Renault, c'est les Brown Bag Lunch. Donc en gros, une conférence à l'heure du déjeuner sur un sujet bien précis, un atelier ou quelque chose comme ça, mais au sein des collaborateurs de l'entreprise. On a également le knowledge sharing, donc une petite demi-heure de partage de ce qui se passe dans le département dans lequel on est, et donc du coup, il y a une équipe qui présente ses dernières avancées. Et puis cette notion de communauté de pratique qui apparaît dans plusieurs frameworks agiles, et qui est juste indispensable pour créer du lien, et encore plus indispensable pour créer ce sentiment d'appartenance à l'entreprise. Alors le café du directeur, ça aussi c'est une nouveauté qui est arrivée avec le Covid, le confinement, pardon. Très rapidement, le directeur a organisé une conf qu'il appelait café, mais finalement c'était un petit peu pour rassurer les troupes et puis pour dire qu'est-ce qui se passait dans les coulisses. Et finalement, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Qu'on soit en confinement ou pas en confinement, on ne sait pas trop, sauf si on est dans ces sujets-là. Et donc avoir tous les mois, voire 2 fois par mois, le café du directeur qui nous explique tout ce qui se passe en coulisses, c'est vraiment un moyen d'être en connexion avec son entreprise. Et puis c'est aussi l'occasion de partager les succès, donc les mises en prod riches qu'il y a eu, et puis aussi éventuellement partager quelques petits échecs récents. Donc vraiment ça c'est un plus fort. Alors les réunions virtuelles, il y a quand même un élément super positif de ces réunions virtuelles, c'est que les gens ont été ponctuels. Sur site, le prétexte j'ai pas fini la précédente réunion, il faut le temps que je traverse tout le bâtiment pour aller dans la nouvelle salle de réunion, on démarrait toujours avec 10-15 minutes de retard. Voilà, c'était le grand classique. Là, avec le virtuel, on n'a plus ce prétexte-là, on est à l'heure, les réunions démarrent à l'heure. Et donc finalement, on a inventé le concept des réunions 30 minutes, alors qu'avant c'était en dessous d'1 heure, on ne peut rien faire. Là, avec ce format électronique sans perte de temps, on est plus efficace, donc ça dure plus que 30 minutes. Et puis il y a plus de présentéisme, il suffit plus que de faire un clic. Il y a des gens qui disaient « Oh non, la salle c'est à l'autre bout du bâtiment, bon j'y vais pas ». Et puis alors en termes de qualité d'écoute, vous voyez j'ai un casque,
Ça, c'est vraiment l'outil indispensable. Être au casque, au micro, pas de jabra, pas de pieuvre, ça, c'est des qualités sonores horribles. Encore moins hybride, la moitié des gens dans la salle de réunion, l'autre moitié à distance. Ceux qui sont à distance sont juste ignorés, ou alors on ne s'intéresse qu'à ceux qui sont à distance et ceux qui sont dans la salle sont ignorés. Donc il faut faire ou tout l'un ou tout l'autre. Et puis l'autre chose qui est importante, des pauses entre chaque réunion. Donc une réunion, ça ne dure pas 30 minutes et 1 heure comme je l'ai dit, ça dure 25 minutes ou 50 minutes. De telle manière à ce qu'on ait 10 minutes pour pouvoir se reposer entre 2 réunions. Ou lire un mail éventuellement. Alors, télétravail ou bureau, qu'est-ce que je vais faire comme activité au télétravail? Qu'est-ce que je vais faire comme activité au bureau? En fait, si c'est du partage d'informations top-down, autant le faire en télétravail. Le présentiel n'apporte pas grand-chose. On est là, on écoute, on prend des notes. Autant faire ça en télétravail. Par contre, dès que c'est pour faire un atelier de travail, un workshop, de la co-construction, il faut être en présentiel. C'est vraiment plus riche. Ça marche à distance, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est quand même plus riche en présentiel. Mais finalement, vous n'avez pas forcément des workshops tous les jours. Donc finalement, revenir au bureau, c'est pas aussi simple que ça, parce que si vous n'avez pas de raison de revenir au bureau, vous allez avoir tendance à rester à la maison. Donc cet équilibre, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on trouve pour être efficace au travail. Bon, bien sûr, il y a les entreprises qui disent vous devez être absolument au bureau, donc la question ne se pose pas. Mais, in fine, on va quand même avoir ce développement du télétravail et le devenir du bureau, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir se poser. On ne peut pas, c'est pas possible économiquement de rester indéfiniment comme on est. Là, bon, c'était une photo de début juillet, c'est mes bureaux, ils sont beaux, hein, vraiment, moi je kiffe cette boîte où je bosse, Renault Digital, on a des beaux locaux et tout, mais c'était désert, et en fait c'est sous-utilisé, même aujourd'hui, j'y suis allé cette semaine, les locaux sont sous-utilisés, c'est juste économiquement pas viable. Donc il va falloir, si on développe cette notion de télétravail, il va falloir avoir des surfaces de bureaux plus petites. Et donc ça veut dire de ce fait qu'on ne pourra plus avoir un emplacement dédié. Moi j'ai dû faire post-confinement, ce qu'ils m'ont demandé, ça s'appelle dépersonnaliser son bureau. C'est-à-dire en fait enlever ses affaires personnelles. Et en fait on va naturellement arriver dans ce terme flex office, qui était décrié par le passé. Je vous rappelle, il y a quelques mois, on parlait des exemples Google, où il y avait des toboggans, des baby-foot, des choses fun, des jouets, etc. On n'est plus là-dessus. On est vraiment dans cette logique de dépersonnalisation, de flex office. Et est-ce que c'est vraiment ça que l'on veut pour le devenir du bureau? Le truc, c'est que si on a ce mix télétravail et présentiel, on ne va pas pouvoir y couper. Il faudra faire quelque chose. On ne peut pas réserver une place complète pour des gens qui viennent qu'un jour ou 2 par semaine. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui me pèse le plus finalement dans toute cette histoire? En fait, j'ai l'impression d'être vieux. Alors pourquoi je vous dis que je suis vieux? Je ne suis pas si vieux que ça, malgré tout. Mon âge grandit, forcément, chaque année je fais +1. Mais en fait, mes ancêtres, je démarrais dans la vie professionnelle, ils étaient vent debout contre l'open space. Bon, moi, j'ai connu le bureau fermé au début. Rapidement, on est arrivé à l'open space et il y avait finalement cette séparation entre les vieux qui étaient contre l'open space et les jeunes qui étaient pour l'open space. Et finalement, là, on est en train de voir un nouveau type de bureau. Finalement, ceux qui ne supportent pas ce que j'ai appelé flex office tout à l'heure, ou un dérivé, finalement, est-ce qu'ils ne sont pas devenus vieux? Est-ce que je ne suis pas devenu vieux? Alors moi, personnellement, je suis un être social, j'ai besoin d'être en relation avec mes collègues. J'ai discuté avec pas mal de gens, ils sont tous d'accord sur le fait que ça manque le contact, pas en ligne, le vrai contact, voir les gens, ça nous manque. Alors, est-ce qu'on est tous vieux? Ou est-ce que c'est ça l'avenir? Vous, à votre avis, vous êtes vieux? Ou est-ce que c'est juste qu'on est en train de faire un truc qui n'est pas bien? Est-ce que ce système-là qui est en train de se mettre en place, irrémédiablement à cause du juridique, hein, la peur d'être attaqué en justice
parce qu'on n'a pas protégé suffisamment ses collaborateurs. Est-ce que cette société qu'on est en train de mettre en place, cette vie professionnelle qu'on met en place, c'est la bonne? Là, je ne vais pas conclure, je reste un gros point d'interrogation, parce que là, on commence à rentrer dans la politique, on commence à rentrer dans des opinions, c'est un peu comme la droite et la gauche. Non, la droite c'est nul parce que je suis de gauche. Non, la gauche c'est nul parce que je suis de droite. Enfin, vous voyez, on peut pas conclure ça. Mais voilà, grande question que je vous pose, est-ce que vous êtes vieux? Ou est-ce que finalement ce qu'on est en train de vivre c'est pas bien et il faut qu'on revienne en arrière? Donc voilà, je conclus là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Vous avez un petit rôti. Merci, merci Franck, merci aux participants pour leur présence. Alors, il y a des questions, je vais te poser par ordre. Alors, une question d'Anissa. Qu'est-ce que vous avez appris en termes de compétences lors du confinement, vous, coach agile? Alors, du coup, je vais parler aussi avec mon équipe parce que moi en fait, il s'est avéré que par hasard, la mission qu'on m'a donnée, j'avais une mission qui se terminait le 30 mars. Donc il restait 2 semaines post-confinement. Donc là, j'ai juste eu à m'assurer que il y avait eu une transposition de chacune des équipes que j'accompagnais du réel au virtuel, hein, parce que les boards, ils étaient physiques sur site. Hein. Voilà. Et puis après, la mission que j'ai faite, c'était une mission de consulting. Hein. Et donc en termes de consulting, il y avait beaucoup moins d'interaction avec les gens et c'était beaucoup moins facile. Beaucoup plus facile, pardon. Par contre, mes collègues qui ont travaillé sur d'autres périmètres, il y a eu la problématique de construire la formation en ligne. Il nous a fallu 2 semaines pour réagir, pour fabriquer, pour transformer nos formations physiques en formations en ligne. Et on y a réussi et on a eu des bons avis. Donc ça, c'est un gros apprentissage. Et puis l'autre chose, c'est que l'informel, 50% de notre activité, comme je disais, n'étant plus là, il faut qu'on cherche d'autres leviers pour créer du lien avec les gens. Et ça, il faut faire des petites réunions informelles, des petits messages, des petits machins, tout ça. Donc c'est un travail qui est assez différent de ce qu'on a fait par avant, mais c'est un apprentissage aussi. Alors, j'ai deux questions qui portent sur le même sujet. Alors, une d'Anissa, une de Nicolas. Alors, en gros, hein, la première question c'est quels sont les outils que vous utilisez? Et Nicolas souhaite savoir quel outil tu utilises pour gérer un backlog numérique. Ok, alors chez Renault, comme on est sur Office 365 pour tout, ça inclut Teams. Donc en fait, on utilise Teams très massivement. Pour le backlog, donc toujours dans Teams, il y a un outil de post-it qui est un petit peu comme Trello, donc ça vous donne à peu près une idée de ce que ça fait. Et puis on a également Jira qu'on utilise historiquement. Donc ça c'est en termes d'outils. Après pour les ateliers, on a beaucoup développé l'utilisation de Klaxoon. Voilà, pour ceux qui me viennent en tête, et je parle juste de Renault là. Mais vous avez vu, pour ceux qui ont participé aux ateliers d'Agile en scène, j'ai découvert plein d'autres outils. Il y en a plein. Mansa, je crois, Draft.io, etc. Enfin, il y a plein d'outils, en fait. Hier, on nous a parlé aussi de Ouais, Sokoko, ouais. une application qui permet de mettre vraiment sur des bureaux virtuels des personnes. Et en fait, donc il y a Zoom aussi qui est aussi très connu. En fait, il y a eu un développement très rapide d'un marché avec plein de nouveaux outils qui sont arrivés. Et ça mérite effectivement de creuser parce que chaque outil ne fait pas exactement la même chose. Alors, à propos d'outils, justement, il y a eu un échange sur Teammood. Donc, voilà, je ne sais pas si tu connais, mais par rapport au fichier Excel que tu as montré, Ouais. pour mesurer l'humeur de l'équipe, il y a un outil qui existe qui s'appelle Teammood. Donc, j'en ai profité pour jeter un coup Ouais. d'œil, ça qui a l'air très J'y intéressant. étais allé, euh, J'y étais allé à l'époque. J'avais entendu parler de cet outil à l'époque. Je l'avais testé à l'époque. Et puis malheureusement, la société Zapping dans laquelle nous vivons, on a trouvé un truc, c'était sympa. Puis on est passé à autre chose. Et puis au moment où on en a besoin,
on ne pense plus que ça a existé. Donc là, merci de m'avoir rappelé que ça existait parce que j'avais oublié son existence. Mais je le connaissais. Ouais. Merci Jennifer, il n'y a personne qui a posé la question. Alors, une question de Geoffroy. Finalement, davantage que le ratio Ouais. local-distant, n'est-ce pas plutôt l'articulation entre moment plus outil synchrone et moment plus outil asynchrone qu'il faut arriver à régler? Sachant que pendant le confinement, le synchrone était anormalement compliqué par rapport au télétravail choisi. Voilà, c'est philosophique. Alors, non, en fait, non, je vais avoir une réponse très courte, hein. On a deux mondes qui s'opposent, totalement. C'est clair. Donc, il faut trouver un juste milieu. On sait toujours que les extrêmes, c'est pas bon. Mais les extrêmes, ils ont quand même des très très bonnes idées. Mais il faut les modérer. Donc, il faut juste trouver la bonne jauge, le bon juste milieu. Et en fait, comme j'ai insisté à plusieurs reprises, la politique historique de l'entreprise, d'une entreprise à l'autre, n'a pas la même. En termes de sécurité, en termes d'accès, en termes de mindset, etc. Et donc, en fait, la jauge, il faut trouver celle qui est adaptée à l'entreprise dans laquelle on est. Et voilà, c'est juste, il faut trouver ce juste milieu. Et moi, je ne vais pas apporter la réponse, hein. Je dis juste que c'est entre les deux limites. Une dernière question de Johan. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. Alors, Johan souhaiterait savoir, avez-vous une réflexion pour réutiliser l'espace gagné par le flex office en mettant en place d'autres structures dans l'entreprise? Joker, je n'ai pas réfléchi du tout à... Voilà, je sais juste que le devenir du bureau, ça doit changer, mais en quoi, j'ai pas poussé cette réflexion à titre personnel, donc je sais pas répondre, mais ça me fait peur, parce que si c'est en réduisant les mètres carrés, ça veut dire en réduisant les interactions physiques, et les interactions physiques, c'est ce qui me manque le plus, donc c'est pas forcément aller dans le sens qui va m'intéresser, qui va me plaire. Une question de Samuel. Selon vous, ceux qui veulent revenir à un fonctionnement ISO pré-confinement ne commettent-ils pas une erreur aussi grosse que Kodak à l'époque de la numérisation? Alors, j'ai parlé d'Elasticsearch qui est en full télétravail depuis belle lurette. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité d'Elasticsearch, c'est une entreprise en full croissance qui se porte très bien. Et puis, il y a des entreprises qui refusent le télétravail et qui se portent très bien aussi. Donc, c'est pas forcément ça qui va être vecteur. Par contre, il y a un truc, un indicateur qui, lui, est, euh, est, enfin, celui-là, il est propre à toutes les entreprises. C'est est-ce qu'on satisfait notre client et est-ce que notre client revient? Et en gros, est-ce qu'on développe notre business avec la même clientèle qu'on a acquise ou est-ce qu'il faut renouveler sans arrêt notre clientèle parce que elle s'en va dès qu'elle nous a vus? Et ça, c'est l'indicateur qu'il faut suivre. Et après, si vous êtes super performant en étant full télétravail, en étant mix ou en étant full présentiel, si ça vous convient, si ça convient aux collaborateurs, le team mood, c'est un autre élément important, tout fonctionne. Mais on suit souvent pas les bons indicateurs. Alors, maintenant que mon image est en grand, voilà, c'est des livres sympas. Je vous laisse juste, donc hors séance, hein, deviner quels sont les livres. Et si vous les connaissez pas, ben, je vous les conseille. Voilà. Au revoir.